Il faut être méchant. À un moment donné, tu dois le mettre, le but. La transversale dont tu as parlé avec Carrasco. Voilà. Excellent. Ouais. Il est parti. Ouais. Qu'est-ce qui me fout avec ce pointu de l'autre côté du terrain? Parler ballon sérieusement, sans se prendre au sérieux, même pendant l'Euro, ça arrive et c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un bonheur d'être en votre compagnie pour débriefer cette magnifique compétition qu'est l'Euro. On va passer encore une fois un excellent moment. Aujourd'hui, on a un invité exceptionnel et c'est un honneur de pouvoir l'avoir avec nous. Mais juste avant, on va présenter comme d'habitude nos chroniqueurs. On va commencer par le QTN International SLN. T'as vu, je l'ai inversé. Ouais, t'as changé. J'ai changé cette fois-ci. Bonjour Quentin, comment ça va? Ça va très bien. Je pense qu'on vit un Euro assez incroyable. Aucun 0-0. Donc, tout amateur de football prend son pied, je pense. Des choses à dire aussi aujourd'hui, hein, t'es prêt? Énormément, on est chaud, on est prêt. Il a préparé sa petite liste, sa fact-checking. Yes, et puis évidemment, il y a notre ami Thomas. On s'est croisés du côté de Francfort. Improbable. Il est improbable au milieu d'une station essence. C'était assez sympa. En effet. Et comme d'habitude sur le terrain, mon Thomas. Tout à fait. Comme je disais, c'est plutôt improbable. On s'est pas croisé au stade, on s'est pas croisé à la fan zone, mais on s'est croisé à une pompe à essence en plein milieu de nulle part. Incroyable. C'est vrai que c'était assez improbable. Et puis on a tellement de choses à dire. On a vu cette rencontre sur le terrain. Donc il y a peut-être aussi des clés d'analyse que on n'a pas vues en télévision que nous on va pouvoir apporter. Et ce sera évidemment encore une richesse en plus dans cette émission. Et puis évidemment, on l'a dit, notre invité, Monsieur Jean Butet, est parmi nous. Comment ça va? Bah, ça va très bien, merci de me recevoir. C'était un pur plaisir d'être ici en votre compagnie, les gars. Écoute, t'es vraiment chez toi ici. C'est vraiment la maison. Merci. C'est un bonheur de pouvoir t'accueillir. Bon, écoute, Jean, c'est vrai qu'on aurait aimé parler de sportivement du côté du Royal Antwerp Football Club, ton club, tout ce qui il s'est passé, mais c'est vrai que c'était un peu compliqué la fin de saison pour le Royal Antwerp Football Club. On a senti une vraie fin de cycle. Une équipe aussi où la pression est grande malgré le fait qu'elle soit pas totalement identifiée à l'international, ça restait le champion en titre. Vous avez senti aussi un petit peu ce poids sur les épaules cette saison pour terminer justement l'année sportive? Ouais, je pense qu'il y a eu une fin de cycle avec la fin de pas mal de joueurs, de coachs, notamment Marc Van Bommel et puis Richie Delatte, plusieurs joueurs en fin de contrat, en fin de prêt aussi. Et bon, je pense que ce qui s'était passé l'année d'avant s'est répercuté surtout sur cette fin de saison. Avec des champions où on laisse un peu de plume, la finale de coupe perdue et des playoffs qui ont été, je pense qu'on peut le dire, assez catastrophiques en termes de résultats et en termes de contenu aussi. Donc, une fin de saison assez longue et maintenant c'est de nouvelles bases et un nouveau coach aussi qui arrive pour recommencer de plus belle. Donc je pense qu'on a tous hâte de découvrir ce qui se passera à l'Antwerp la saison prochaine. Alors, on va parler de l'Euro, on va parler de toi aussi, mais juste avant, une question extrêmement importante. Comment va ta main? Très bien. Fonctionnelle et prête. Ouais, ça va. Elle est de nouveau 100% prête, plus de douleur et je m'en vais à l'entraînement ensuite pour recommencer et remettre les gants tranquillement. Donc non, ça va. Enfin prêt pour recommencer. Et puis je pense qu'on n'a pas voulu prendre de risques fin de saison pour pas faire n'importe quoi, parce que c'était 1 ou 2 matchs, ça aurait rien changé. Donc non, maintenant c'est focus à 100% pour une nouvelle et puis hâte de remettre les gants. Hein. C'est ce que j'allais dire, tu as hâte, fourmi dans les jambes, tu le sens. Ouais, c'est ça. Je pense que là 2 mois sans jouer, j'en ai eu assez. Maintenant les vacances ont fait du bien, mais ça c'est l'une des premières fois où là la saison vraiment j'ai hâte de la recommencer et de retrouver les terrains. Donc ça va faire du bien de rechausser les crampons et de remettre les gants. Eh ben, moi, j'ai hâte de vous entendre forcément sur cet Euro. Messieurs, un premier ressenti général après cette première journée. Tu disais, pas de 0-0, beaucoup d'intensité, beaucoup d'impact. On a vu vraiment du spectacle, en fait, Quentin. Ouais, vraiment ça. Aucun 0-0 sur tous les premiers matchs. Ça change. La Coupe du Monde 2022, on avait vraiment des équipes, c'était assez fermé, assez serré. Ici, même si des fois il y a des blocs bas, mais il y a des goals dans tous les matchs. Puis on a vu des scores, des 5-1, des 3-0, beaucoup de 2-1 et tout. Donc, le spectateur neutre qui regarde un autre match, il prend son pied. Nous, personnellement, on n'a pas pris notre pied devant le match des Belges
ce qu'on a perdu. Mais sinon, de manière générale, pour le moment, le premier tour est une réussite, je trouve. Thomas? Tout à fait d'accord. On avait des matchs vraiment incroyables. Bon, tu disais qu'on n'a pas pris pied avec notre équipe nationale. Moi, j'ai apprécié le match. On en reparlera. Mais non, franchement, j'aime beaucoup cet Euro. Il y a beaucoup de surprises aussi, donc c'est très intéressant. Et justement, c'est quoi ta plus grosse surprise depuis ce début de compétition? Ah bah ça, c'est frais parce que c'est un match qui date d'hier. C'est pour moi le plus beau match, et aussi bien en termes de contenu et en termes d'événements lors de ce match. C'est la Turquie-Géorgie. Ah oui. C'est vraiment un match incroyable. On a vraiment tout eu là. On a eu des buts sensationnels. On a eu des poteaux, des barres, beaucoup d'intensité, du beau jeu, du beau contenu, franchement des beaux arrêts aussi. Franchement, sur toute la ligne, c'était pour moi le meilleur match qu'on a vu depuis le début de l'Euro. Et pourtant, on pourrait se dire bon, Turquie-Géorgie, les mis sur papier, c'est le match qui nous intéresse le moins, mais moi c'est vraiment le match qui m'a bluffé. On a entendu les bancs craquer, c'est incroyable. Hein. Ouais. Ça, on avait l'impression d'être à Galatasaray avec un but d'Akan Choukour à l'époque. On était revenu en 2004 là. C'était assez incroyable. Mais oui, franchement, je suis assez d'accord avec vous. Je pense que cette Turquie a de la qualité. Hein. Oui, mais la Géorgie aussi. Hein. Ils ont perdu le Géorgien, mais honnêtement, je suis presque. J'oserais presque dire qu'ils ont été meilleurs que la Turquie, je trouve, la Géorgie. Dans le jeu, ouais. Dans le jeu, ouais. Ils ont proposé vraiment beaucoup de choses. Et c'est aussi quelque part. Alors c'est bizarre parce que ça me fait penser à la fameuse phrase d'Amadou Onana après le match face au Luxembourg. Il disait que l'équipe qui allait plus loin, ce serait la plus soudée. Là, je vais juste transformer le truc en me disant, ouais, mais en fait, c'est le bloc collectif le plus cohérent qui pourrait vraiment, à un moment donné, quand même causer des difficultés aux favoris. Et quelque part, quand on regarde un peu toutes les rencontres, ça aussi, ce constat-là, on peut le faire également, quoi, Thomas. Ouais, et s'ils ont perdu face à la Turquie, je pense, c'est peut-être un manque d'expérience. Ils viennent d'arriver dans cet Euro. C'est une première expérience pour eux aussi, donc je pense que c'est peut-être ça qui a fait qu'ils ont perdu ce match hier, mais ils auraient parfaitement pu le gagner aussi. Jean, t'as eu l'occasion de checker un peu, de regarder un peu des matchs. Il y a des trucs qui t'ont plu plus que d'autres dans les rencontres que tu as regardées, des choses qui t'ont sauté aux yeux? En vérité, moi, je commence à regarder le match de 21h parce que les enfants se couchent. Donc, du coup, les matchs de 15 et 18h, généralement avec les enfants, où, ouais, je suis plutôt occupé. Donc, non, j'ai pas vu les matchs qui se passaient avant 21h. Non, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était la première journée avec l'Allemagne et, ouais, un rouleau compresseur. Après, je sais pas si c'est l'Écosse qui était Je pense que c'est plutôt faible, mais bon, je pense qu'on peut dire que ouais, l'Allemagne a retrouvé de belles couleurs avec un Toni Kroos qui marche sur l'eau et qui était sensationnel sur ce match. Donc ils ont un banc aussi qui est plutôt très très bon. Donc ouais, j'ai vu ce match, j'en ai vu d'autres, mais ce match m'a particulièrement plu. Après, ouais, c'est vrai qu'il y a eu des buts et c'était quand même assez intéressant à regarder. Mais toi qui es joueur, est-ce que tu sens, tu parlais de Toni Kroos tout à l'heure, que le fait qu'il joue sa dernière compétition internationale, que ce soit le dernier moment où il foulera la pelouse et puis qu'il prendra sa retraite, ça le galvanise aussi? Quand on est joueur et qu'on sait ça, qu'on a ça derrière l'esprit, on joue plus libéré, il y a quelque chose qui se passe? Ouais, et puis je pense que par expérience de ce qui se passait nous avec l'Antwerp et Faris Haroun qui a arrêté, le groupe autour aussi est différent. On a joué pour Faris au moment du titre et je pense que le groupe aussi va essayer de peut-être donner encore plus pour Toni Kroos. Il va donner tout ce qu'il a parce que voilà, c'est sa dernière, elle a peut-être moins de pression, il vient de gagner la Ligue des Champions, oui, il est certainement libéré, mais je pense qu'il y a aussi le groupe autour de lui qui va peut-être encore être plus soudé et être encore plus fort pour lui, et ça va peut-être être une donne qui va être intéressante chez les Allemands, donc ouais, une équipe à suivre, je pense que elle ira loin dans la compétition. Ouais. Donc on a Turquie-Géorgie avec un petit plus du côté de la Géorgie, on a l'Allemagne, eh bien je vais te donner la déception, je suis désolé Quentin, je vais être obligé de te donner la déception. Allez. Ça va nous permettre de faire une petite transition, je pense la connaître, mais on va quand même t'écouter. Domenico Tedesco. C'est ma déception. Ouais. Je suis désolé, faire des tests comme ça à l'Euro. Ok, t'as 2 matchs amicaux, tu fais jamais mettre Carrasco défenseur gauche. Là, donc tu fais un test à l'Euro, et apparemment, mais toi-même tu l'as mis sur Twitter, comme quoi t'étais là au stade devant lui et que tu voyais Carrasco qui était perdu, qui arrêtait pas de demander des consignes à son coach à un match à l'Euro. Excuse-moi, mais je trouve ça lunaire. Puis la communication, dire la veille du match, voir je sais toujours pas. Lundi matin, si je vais mettre Arthur Théâtre ou pas, il est prêt à jouer, il est fit. Après le match, à l'interview, il dit mais j'ai pas mis Arthur Théâtre, il est encore blessé, il jouera pas. Donc il se contredit en 24 heures. Je trouve la communication, elle est vraiment très bizarre. On a déjà pu en reparler précédemment. Sa communication, elle est assez douteuse, mais là, ça confirme que c'est très douteux. Doku, pareil. Tu mets Doku attaquant droit.
Malheureusement, il provoque l'erreur en tant à ce moment-là, poste de défenseur droit, mais il met sur la droite. Guardiola, on connaît le talent de Pep Guardiola, qu'il façonne tous les jours à Manchester City, l'a testé à gauche, l'a testé à droite, et il a clairement dit, Doku, je ne l'alignerai plus jamais à droite. Doku, il doit jouer attaquant gauche. Tu mets Doku 2 fois sur les matchs amicaux, attaquant gauche, une fois il monte, une fois il est titulaire, les 2 matchs ils sont incroyables, et là tu le mets à droite. Je sais pas, je comprends pas. Bah si, tu sais très bien pourquoi il l'a mis à droite, c'était pour que Trossard soit très bon dans le match, mais finalement c'était l'opposé. Et Trossard n'a pas été bon quand il était à droite non plus dans les amicaux. Donc même s'il y a eu les goals à ce moment-là, en toute fin de match, les 80 premières minutes, on a été revenu dessus, Trossard était pas bonne. Donc là, se priver d'un Doku pour essayer de rendre un Trossard meilleur. On va continuer sur ce débat, on va justement faire la transition avec la Belgique, mais juste avant, bien sûr, on va vous lire dans Parole de supporters, la défaite de la Belgique contre la Slovaquie, 1-0. Change-t-elle votre jugement sur les ambitions de nos diables à l'Euro 2024 ? On va commencer avec Grosse Philou, Phil, qui nous dit « Clairement, nous sommes une équipe moyenne sans créativité dans le milieu, à part KDB. Plus personne ne nous craint, on n'expérimente pas lors d'un match d'ouverture, c'est une faute grave du coach. » Il te rejoint. La Roumanie gonflée à bloc va nous faire pleurer, je le sens. Ouais, on est là-dedans. On est là-dedans. La différence, c'est que la Roumanie, ils ont gagné 3-0. La Roumanie, ils font match nul contre nous. Ils sont sûrs et certains. Ils sont dans les meilleurs troisièmes, même si après ils perdent contre l'Ukraine. Donc, contre la Slovaquie, pardon. Donc, ici, la Roumanie, ils vont faire vraiment un bloc bas, hyper serré. On sait que la Belgique, on n'est pas incroyable quand on joue contre un bloc bas. On n'arrive pas vraiment à trouver... En phase de possession, tu veux dire. C'est ça, exactement, quand on joue contre un bloc bas adverse. Donc, la Roumanie va vraiment jouer ce 0-0. Ce qu'on doit faire absolument, c'est casser le verrou. Et après, on doit aller en roue libre. Mais il va falloir faire un match solide parce que la Roumanie a très très bien joué contre l'Ukraine. Thomas, vu du stade, on l'a dit, on y était, du côté de Francfort. Il y a quelque chose qui... personnellement m'a sauté aux yeux, c'est l'espace laissé dans le cœur du jeu et la façon dont un Stanislav Lobotka s'est amusé, s'est joué d'Aurel Mangala, s'est joué d'Amadou Onana. Vous savez que c'est des joueurs que j'aime beaucoup, mais il faut être objectif. Oui, là, il y a vraiment eu une erreur, je pense, ne serait-ce que même en termes de mentalité. Ça a joué avec beaucoup trop de nonchalance, en fait, Thomas. Mais clairement, le milieu de terrain, on l'a pas vu du tout. Je pense les 30 premières minutes, il était vraiment nulle part. Le milieu de terrain, on a vu que Kevin De Bruyne et encore, je l'ai pas trouvé à son meilleur niveau. Mais ça, c'est parce que tout le monde était un petit peu en dessous. Mais oui, Mangala, on l'a pas vu du tout. Je me souviens, le premier match de Tedesco, c'était à l'Allemagne. Les 3 milieux de terrain, ils étaient quand même incroyables. Et là, aujourd'hui, face à la Slovaquie, c'était l'opposé. J'ai trouvé ça très nul. Après, quand Tielemans s'est rentré, je trouvais qu'il y avait déjà un mieux d'avoir repositionné aussi Trossard en 10, c'était plutôt sympa aussi. Mais non, on est passé à côté de notre match. Je suis désolé, peut-être si vous voulez en parler plus tard, mais même moi, tu parles de Trossard, je suis pas du tout convaincu. Ah non, mais pas du tout. Mais je veux dire, le fait de l'avoir, parce qu'il a commencé le côté gauche. Sur le côté gauche, ouais. Mais du coup, après, pendant le match, parce qu'il a pas sorti tout de suite, le premier joueur qui est sorti, c'est Mangala. Et tout le monde pensait justement que Trossard allait sortir en premier, parce que c'était le choix logique, parce qu'il ratait toutes ses passes, c'était exécrable. Hein. Moi, j'adore Trossard. J'ai toujours revendiqué, mais là, aujourd'hui, le match qu'il a fait face à la Slovaquie, je pense que c'est plus nul qu'il a fait avec la Belgique. Ah, mais donc, il y avait dans les, en fait, dans le côté gauche, une espèce d'improvisation générale qui était incroyable. Moi, je peux pas concevoir qu'à un moment donné, tu ne puisses pas combiner en 1-2 avec ton latéral gauche à l'Euro. Je veux dire, c'est pas possible. Ils essayaient de le faire, ils ne se comprenaient pas. Ça se voyait sur le terrain. C'est là où, pour moi, le problème réside. C'est que, à un moment donné, Domenico Tedesco, on le sait, la grande différence avec Roberto Martinez, c'est que lui, il adore changer tout le temps. C'est super. Sauf que là, t'arrives en compétition, c'est le début de la compète. Tu dois quand même, à un moment donné, trouver une ossature et tu dois arrêter de faire des tests de laboratoire. Je veux dire, Nagelsmann et Marcelo Bielsa, c'est pas toi. Je veux dire, il faut arrêter de faire de l'improvisation comme ça, en se disant, oui, mais je lui ai dit qu'il pouvait le faire, il pensait qu'il pouvait le faire, il a été, excusez-moi, mais la plupart des actions sur le côté gauche, ça n'a pas fonctionné parce que le registre offensif qu'il cherchait à avoir, Domenico Tedesco, il cherchait à l'avoir. Sinon, il ne met pas Yannick Carrasco. Il est jamais monté en première période. Il a jamais apporté de surnombre. Il est jamais rentré sur son pied droit. Il n'a pas apporté ce qu'il devait offensivement. Et puis défensivement, il regardait à chaque fois Zeno de Bast, qui est un gamin qui faisait sa première à l'Euro pour essayer de se référer à qu'est-ce que je fais, comment je me place. Mais on va où en fait Après le choix Carrasco, je suis complètement d'accord avec vous. Il devait jamais commencer ce match, enfin en tout cas pas en arrière gauche, mais je trouve pas qu'il a été
aussi nul comme on le dit aujourd'hui. La passe qu'il fait sur, je pense que c'était Lukaku, c'est lui qui crée la grosse occasion pour Lukaku. Tu parles de Debas là? Non, je parle de Carrasco. De Carrasco. Moi, je parle de Carrasco. Oui, bien sûr. Là, il a quand même créé, il a apporté quelque chose. Désolé si Lukaku marque son but, c'est assist Carrasco et on n'en parle plus. Donc, a priori, je trouve pas si nul dans cette position-là, mais c'est pas sa position et il aurait pas dû commencer ce match. Ils ont fait des entraînements, à mon avis, pour préparer la séquence que tu as vue et que tu décris. Ouais. Et ça se voit qu'il avait une idée derrière la tête. Mais à un moment donné, c'est un risque trop important que pour pouvoir démarrer la compétition, tu comprends? Qui il aurait pu mettre à ce poste-là? C'est De Kuiper. De Kuiper, C'est lui mais qui aurait dû. l'inexpérience de Kuiper avec l'équipe nationale, est-ce que c'est pas ça qui fait aussi son choix Ouais, de mais Carrasco n'est pas un défenseur, un bas c'est sûr. gauche. Donc ici, de Kuiper, justement, on l'a testé en match amical juste avant. Et on peut se dire, ah ben c'est sa première sélection, sa première cape avec les Diables, il va être stressé. Il a répondu présent. Et justement ici, pour leur apporter le côté offensif, on sait que De Kuiper a justement ce centre pour servir Lukaku. T'as un Trossard qui est justement sur son pied droit, donc qui permet de rentrer dans le jeu. Tu mets un Carrasco derrière lui qui a la même chose, qui est droitier, qui joue à gauche. Alors que si tu mets un De Kuiper, t'as soit Trossard qui peut rentrer dans l'axe pour servir Lukaku comme ça, soit t'as un De Kuiper qui peut dédoubler la ligne et qui peut te faire un centre du pied gauche. Ah, mais est-ce que le côté gauche de base de Kuiper aurait pas été trop léger en termes d'expérience pour commencer un Euro? Pour moi, c'est aussi ce choix. Je pense que c'est pour ça qu'il a fait ce choix-là. qu'il a fait ça et plutôt que de la qualité plutôt défensive ou offensive allez. Mais après c'est face à la Slovaquie aussi, donc peut-être qu'il s'est dit je prends pas trop de risques en mettant Carrasco en arrière gauche, mais finalement ça a mal tourné. Mais il y a un truc assez paradoxal dans ce match, c'est que je me suis dit que le meilleur joueur, alors qu'il était souvent critiqué, c'est Wout Faes. Ouais, exactement. C'est dingue. Mais j'avais exactement, parce que moi je le dis honnêtement, moi j'aime pas du tout ce joueur, j'ai jamais aimé, aussi bien au stand, à Reims, peu importe. Anticipation, proposition, et franchement Wout Faes. Premier mi-temps c'était lui le meilleur. Après il a un petit peu relâché en deuxième mi-temps, mais premier mi-temps c'était le meilleur joueur, sans aucun doute. Il a été beaucoup critiqué, mais là il a vraiment répondu présent. Et ce qui est dingue, c'est que c'est au moment où les joueurs qu'on pensait qui étaient tout à fait au niveau et qui allaient se mettre en avant étaient là sur le terrain et se montraient que Wout Faes, qui était plutôt en difficulté, lui, je dirais, quand à un moment donné le bâton il a tangué, il a été là. Et donc moi ça a vraiment renforcé un peu, je dirais, la confiance que j'ai en lui, en tout cas. Ce que j'ai vu m'a semblé assez bon. Mais on va continuer bien sûr avec les petites phrases de vous sur Twitter, sur X. On va aborder quand même un sujet qui est important parce qu'il concerne le gardien Koen Castells. Joby Joba nous dit qu'il est grand temps que la presse et les médias prennent parti pour Thibaut Courtois, Sacha. Tedesco nous fait un cinéma depuis des mois dans cette affaire pour se faire respecter et hier il est incapable de mettre un cadre sur le banc au profit d'un jeune arrière-gauche. C'est un petit peu ce qu'on disait, Jean, hein. C'est un peu ça dont tu parlais avec De Kuiper, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je pense que c'est un peu bien résumé par ce supporter et puis peut-être que s'il y avait eu un Vertonghen à côté de lui, ça aurait peut-être été plus simple de mettre De Kuiper. Pour moi, c'est ce choix-là qui a été mis en avant par des textes. L'importance d'un gardien, parce que en fait c'est important que je puisse t'entendre là-dessus, parce que vraiment je pense que il faut que je comprenne aussi moi personnellement à quel point l'absence de Thibaut Courtois peut être préjudiciable à ton avis. Ouais, c'est une absence très importante pour la Belgique. Déjà le nom Courtois dans le monde, ça fait peur. Koen Castells qui sort d'une très bonne saison à Wolfsburg, mais voilà, qui est plutôt sur la fin que sur le haut de sa carrière, fait moins rêver. Après, je pense qu'aussi dans une défense, dans une équipe, on parle de l'équipe adverse là aujourd'hui, mais je pense une équipe dans laquelle tu joues avec Courtois, ça fait une différence aussi. Maintenant, je pense que c'est pas le plus gros problème de l'équipe nationale belge. Il a fait un bon match. Je pense que l'arrêt qu'il fait sur la gauche est très important à 0. Si l'équipe belge gagne le match, ensuite, on pourra aussi mettre en lumière son arrêt. Et donc, pour moi, on va continuer, c'est certain, jusqu'à la fin à parler de Thibaut Courtois. Maintenant, je pense qu'il faut laisser tranquille Koen Castells avec ça et le laisser jouer comme il a fait. Pour moi, il fait pas un mauvais match. C'est sûr que voilà, il encaisse un but, l'équipe nationale perd, mais voilà, c'est sûr qu'on va continuer à parler de ça. Voilà, quelqu'un qui a compris, faut lâcher l'affaire avec Courtois. S'il l'avait joué, est-ce que ça aurait changé quelque chose au résultat? Mais bien sûr que non, jamais de la vie. Que si Courtois était dans le but, est-ce qu'on aurait gagné face à la Slovaquie? Moi, je poserais plus la question à Jean. Est-ce que le goal qu'on a encaissé, Castells est fautif? Il aurait pu l'avoir ou pas?
Bah, il y a déjà il est vraiment pas chanceux puisque ça retombe, il la repousse bien, mais ça retombe sur un attaquant adverse. Après, je pense qu'il se couche un peu vite là où s'il reste sur ses appuis ou s'il se couche différemment. Après, c'est vrai que c'est des situations qui vont très vite et voilà, c'est un peu, on donne tout pour essayer de fermer l'angle au maximum. On peut lui reprocher quelque chose, ça c'est certain. Après, j'ai envie de dire, il y a pas que lui sur cette phase. Mais moi aussi, je pense qu'il aurait pu faire mieux sur l'action du goal. C'est certain. Après, de toute façon, on peut analyser les phases de chaque but. Un gardien peut toujours, on pourra toujours trouver quelque chose à redire et c'est généralement, à part un but en pleine lucarne très bien joué, le gardien on va toujours trouver quelque chose à redire. Donc, pour moi qui suis gardien, on va pas commencer à jeter l'huile sur le feu sur cette phase. Tout à l'heure, tu disais, c'est pas le plus gros problème de la Belgique. C'est quoi, selon toi, le gros problème? Je pense que pour moi, c'est un aspect collectif. Pour moi, j'ai pas regardé le match en entier, mais je trouve on voit dans certaines équipes une ossature, une équipe qui va ensemble et je trouve que là, au milieu, il y a pas quelqu'un qui va aller rameuter l'équipe. On voit j'ai regardé un petit peu le match de l'équipe de France, un Kanté qui est pas forcément très, N'Golo Kanté qui est pas forcément très expressif, mais je trouve que c'est quelqu'un on va s'unir autour de lui. Ouais. Et je trouve que en équipe nationale belge, on n'a pas ce côté un peu, soudé, d'unité au milieu qui va permettre d'une équipe, à la fois offensivement et défensivement, de pouvoir, bien avancer ensemble et pouvoir aller chercher des résultats, faire le dos rond quand il faut. Et puis je pense que c'est aussi le fait qu'il y ait trop de changements dans une équipe. Quand il y a trop de changements, on trouve pas assez d'automatisme, on trouve pas assez de liens ensemble et c'est peut-être ça aussi qui fait que cette équipe elle est pas assez unie. Donc moi je dirais que c'est peut-être le plus gros problème de l'équipe aujourd'hui. Est-ce que ce milieu de terrain dont tu parles, ce serait pas censé être Kevin De Bruyne? Ce serait pas censé être lui qui devrait justement faire rayonner autour de lui les joueurs? C'est pour ça que moi je pense que si tu mets un Onana en 6, un Kevin De Bruyne en 8, il va vraiment être cette transition entre la défense et l'attaque. Et tu mets un Charles de Ketelaere en 10 qui sort d'une saison incroyable. Ben oui, évidemment. Pour moi, c'est vraiment ce 8 et ce 6. T'as tout. T'as un 6 incroyable qui a une carrure, franchement, pour tout ratisser, les duels aériens, couper les lignes et tout. T'as un 8 qui a franchement un des meilleurs milieux de terrain du monde, qui a une qualité de passe incroyable. Et t'as un 10 qui sait jouer au ballon. Non, mais Charles de Ketelaere, en fait, c'est juste évident, en fait. Moi, je me demande comment est-ce que c'est possible de passer à côté d'un mec qui est intelligent dans le jeu, qui comprend les lectures de balles, qui sait, entre guillemets, anticiper les trajectoires de ses, par exemple, s'il y a un buteur devant lui, il a vraiment un profil similaire à l'Atalanta avec Scamacca, il saura très très bien faire les mouvements pour libérer Romelu Lukaku. Enfin, en fait, il y a vraiment, dans cette équipe, la nécessité de mettre Charles de Ketelaere, en fait. Bien sûr. Mais qu'il soit même pas rentré, c'est quand même assez étonnant parce que s'il rentre pas dans ce type de match-là, je me dis à quel moment il va jouer dans cette compétition. C'est vraiment ça. Et quand il était rentré contre le Luxembourg, sa rentrée, elle était super bonne, hein. Il était pas là pour le Monténégro parce qu'il avait joué tardivement avec l'Atalanta, mais sinon, On a un seul vainqueur de Coupe d'Europe cette année et il est sur le banc. Non, mais c'est un fait, en fait. C'est-à-dire que, il y a un deuxième fait qu'on peut vous donner à un moment donné, c'est qu'on parle beaucoup de la défense en Belgique, mais on n'a pas gagné contre le Maroc, on n'a pas gagné contre la Croatie. Ça fait 3 matchs en compétition internationale qu'on ne marque pas, on ne marque pas. Dernier goal est Michy Batshuayi. Et là, tu vas replacer ton discours que tu avais lors de la liste de Tedesco, c'est ça? Ouais, voilà. Et tu aurais pu le faire monter en tant que joker. On sait que c'est un vrai renard de surface. C'est un vrai buteur. Donc, c'est un autre débat. Moi, je trouve que Lukaku a trop de crédit. Ok, il reste pas lui, il a fait une carrière incroyable. À son prime, à l'Inter, c'était un excellent joueur. J'ai rien contre ça. C'est le meilleur buteur de notre sélection. Mais, en tant que Belge, excuse-moi, mais à chaque fois qu'on a besoin de lui, il choque. Ouais. Mais est-ce que tu penses que si on met un Openda ou Batshuayi, on aurait des meilleurs résultats aujourd'hui? On peut pas le savoir ça, parce qu'il le teste pas. Mais il le teste sur un match ou 2 matchs. Et je suis persuadé que oui, si tu mets un Openda ou un Batshuayi, t'aurais les mêmes stats. Parce que Lukaku. Mais jamais de la vie. Mais c'est bien de mettre des doublés contre le Panama ou contre le Luxembourg. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il marque quand on a besoin de lui. Mais je suis désolé, là, certes, il a raté 2 grosses occasions. Je suis complètement d'accord. Il est fautif, il aurait dû marquer, mais il en marque 2 aussi. Même si, bon, certes, ils sont annulés, il les a mis. Oui, mais ça, tu m'as joué un P4, il l'avait aussi, là. Les gars, arrêtez d'être aussi exigeants. T'as pas l'impression qu'il est gentil? T'as pas l'impression que c'est un gentil? Les gars, ok, il faut être méchant. À un moment donné, tu dois le mettre, le but. La transversale dont t'as parlé avec Carrasco. Voilà. Excellent. Il est parti. Qu'est-ce qu'il me fout avec ce pointu de l'autre côté du terrain? Est-ce que t'as vu le face-à-face d'Mbappé?
Est-ce qu'il l'a mis? Il l'a pas mis. Est-ce que Ronaldo a mis ses 2 face à face contre le gardien tchèque? Il les a pas mis. Ça arrive à l'attaquant qui marque pas, les gars. Ici, après 5 minutes de jeu, t'as 2 occasions énormes de Lukaku. 5 minutes de jeu, c'était 0-0. Tu tues le match, hein. Mais oui, mais je sais, mais je sais, mais est-ce que tu connais un attaquant qui marque toujours tout et n'importe quoi? Tu vas pas, donc si tu me dis que, Openda marquerait tout ce que Lukaku n'a pas marqué, si Batshuayi marquerait tout ce qu'il a marqué. Mais tu m'as demandé s'ils auraient des stats très bonnes. Ils auraient des stats très bonnes. Mais ils auraient pas les stats de Lukaku. Ils sont très bien servis. Mais non. Ils seront très bien servis. On n'a pas meilleur attaquant que lui. C'est les occasions qu'il a aujourd'hui. Mais attends, les occasions qu'il a eues aujourd'hui, justement, il est en face à face. Tu penses que ces occasions-là, c'est lui qui les crée, c'est lui qui va chercher le ballon, c'est lui qui te fait les appels, c'est lui qui va chercher ces ballons-là. Tu parles des goals annulés. Par exemple, le premier goal, ça se trouve, elle est peut-être même dedans s'il la touche pas. Il la touche et la met dedans. Excuse-moi. Non, je suis juste en face de l'action, elle ne va pas dans le but. Elle ne va pas dedans. Non. Mais même n'importe quel attaquant qu'elle a, il aurait fait le même geste que lui. Donc là, tu peux pas me dire que lui aurait fait un geste en plus qu'un autre attaquant aurait fait. Mais non, mais je te parle juste sur les face à face, excuse-moi, un Openda face à face, un Michy en face à face. Pour moi, il doit être tueur. Tu dois être, comme Sacha le dit, tu dois être un tueur devant le goal. Et je dis pas, c'est un bon attaquant, il a des bonnes stats, et reste pas lui pour sa carrière. Lukaku, tu le mets sur le banc. Mais tu dois arrêter de te dire, et c'est le meilleur buteur de la sélection, parce que c'est Romelu Lukaku, il doit être titulaire. Non, c'est un joueur qui est meilleur que lui, que tu penses qu'il peut être, mais tu penses qu'il peut être meilleur que lui. Si jamais tu penses que Openda peut être meilleur que lui, il doit être titulaire. Il le pense pas. Donc pour toi, Lukaku restera toujours l'attaquant de l'équipe nationale belge. Mais Openda n'a même encore jamais marqué en équipe nationale. C'est normal, si il a déjà joué des matchs. Juste, il y a un truc que vous omettez. Quand il y a ce fameux débat avec Courtois, et là forcément, je pense que Jean, c'est important de t'entendre. Quand il y a ce débat avec Courtois et qu'il y a l'histoire du capitana, qu'est-ce que fait Domenico Tedesco? Il se dit, je donne ce pouvoir dans le vestiaire et dans le groupe parce qu'il va munifier le truc à Romelu Lukaku avec toute cette nouvelle génération. Et donc forcément, maintenant qu'il a ce pouvoir 2 ans plus tard et qu'on est à la compétition, c'est impossible légitimement pour un entraîneur de derrière le sortir. Tu comprends ça, la logique de vestiaire en fait. C'est la logique du coach, évidemment, elle se comprend. Après, il a beaucoup, peut-être trop de crédit auprès du coach aujourd'hui et peut-être ça, il s'est peut-être lié les points avec Lukaku et il en a du mal à s'en sortir. Mais aujourd'hui, je pense que le débat est difficile à donner, que ce soit Openda qui fait une bonne rentrée, plutôt une bonne rentrée voilà. C'est aussi comme Courtois. Je pense que le nom Lukaku, peut-être que, le coach se dit, je vais mettre Lukaku, ça donne du poids aussi face à l'adversaire j'ai pas vu le match en entier, donc j'ai du mal à juger sa prestation, mais peut-être en fin de cycle. Après, ça reste l'attaquant belge de ces dernières années. Moi, je vois pas une Belgique sans Lukaku en pointe. On va quand même pas faire une compétition avec Openda en pointe, les gars. En pointe, dans le système aujourd'hui que Tedesco met en place, on met un Openda titulaire. Est-ce qu'on va avoir des meilleurs résultats qu'avec un Lukaku? Je suis d'accord avec toi. Voilà, merci. Moi, je suis d'accord avec toi. Fin du débat. Effectivement, et fin du débat, très bien, parce que ça nous permet de faire la transition. Magnifique, merci Thomas. Merci. Et oui. Franchement, tu veux te faire éliminer comme à l'Euro qu'on Italie, tu veux te faire éliminer comme la Coupe du Monde qu'on la Croatie. Mais c'est même pas une question de ça, regarde. Attends, mais je te jure. Pour ceux qui sont en podcast, ils viennent de se serrer la main. Mais j'espère que Lukaku va te planter un triplé contre la Roumanie. Mais j'attends que ça. Et comme ça, quand je viendrai là, je viendrai ici comme ça avec toi. Je dirai, alors Quentin, j'attends que ça. Et je te serrerai la main. Allez, plus jamais. Allez, c'est des bons moments, évidemment. Et il y en a un autre, le moment fort, évidemment, de la semaine. Ça va nous permettre d'aborder la situation de l'équipe de France. Messieurs, avec un Kylian Mbappé blessé, fracture au niveau du nez. Je me posais une question très simple parce qu'on n'en parle pas souvent. Tu as évoqué N'Golo Kanté, mais moi, je veux vraiment m'intéresser aux gardiens aujourd'hui dans cette émission. Mike Maignan peut-il devenir le joueur le plus important de l'équipe de France? C'est difficile de dire qu'un gardien peut devenir l'élément clé d'une équipe. Dans cet Euro, dans cet Euro, c'est difficile aussi parce que ça voudrait dire que l'équipe de France subirait ces matchs et serait plutôt en difficulté. Je le vois pas comme ça. Je pense que ça va être un élément clé parce que le gardien dans un tournoi comme ça est toujours un élément très important. Je pense pas que ce sera l'élément de l'équipe, mais c'est sûr qu'il fera partie des éléments clés de cette équipe parce que il approche du niveau parfait dans ce match-ci. Il a tout ce qu'il faut pour un gardien, le physique, la prestance, les qualités techniques. Donc ça sera un élément clé. Je dirais pas l'élément clé, mais on parlait d'N'Golo Kanté. Pour moi, ça peut être ce joueur qui
fera une différence dans cette équipe. Mais c'est sûr qu'en l'absence de Kylian Mbappé, la donne change un peu pour l'équipe de France. Et on a parlé avant l'émission en off ensemble il y a quelques jours de ton style. Toi, ton style, c'est plutôt d'anticiper plutôt que de devoir faire l'arrêt. Ça aussi, ça correspond au style Mike Maignan. Est-ce que vous êtes des gardiens différents? Est-ce que tu t'identifies à lui? On était ensemble un peu au LOSC et premier entraînement quand il est arrivé du PSG, je me dis lui c'est le futur gardien d'équipe. J'aurais pu mettre une pièce là-dessus et j'en étais convaincu. C'est un gardien qui avait déjà tout et peur de rien. Déjà très mature, assez jeune et peut-être que ça aura fait une différence en Coupe du Monde l'année dernière face à un Lloris dans une séance de penalty qui est certainement un peu moins bon, mais bref, c'est une histoire ancienne. Mais non, c'est un gardien auquel je m'identifie particulièrement. Je pense que c'est un gardien très complet, que ce soit au pied droit, pied gauche, il a tout ce qu'il faut. Dans l'anticipation aussi, il est très bien le jeu, il joue haut, il sait suivre une défense, il sait communiquer comme il faut. C'est des points importants pour un gardien moderne aujourd'hui et savoir suivre une défense qui joue haut, c'est ce qui est le plus important. Mais nous, qui ne sommes pas spécialistes de gardiens, formellement, comment est-ce que ça s'exprime, lire le jeu, anticiper? Est-ce que tu peux vulgariser pour que les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, puissent comprendre ce que tu veux dire par le fait, cette lecture, l'anticipation, c'est quoi? Ça s'exprime comment? Je pense que déjà, un gardien de but doit savoir jouer haut pour être acteur du jeu. On touche parfois pas beaucoup le ballon, donc il faut savoir être avec son équipe, même quand le ballon est à 70 mètres du but, 70 mètres du but. Mais je pense que déjà, ça, c'est un point très important. Ensuite, la communication est très importante aussi, de savoir guider sa défense, pouvoir anticiper peut-être un mouvement d'un attaquant, donner l'information à son défenseur. Et puis ensuite, c'est aussi savoir analyser, prendre l'information de l'attaquant qui arrive sur sa droite quand le ballon est à gauche. Déjà, communication défenseur. Puis ensuite, analyser ce que va faire l'attaquant, les possibilités qu'il a, s'il peut centrer court premier poteau, s'il va plutôt la chipper deuxième poteau, s'il va jouer en retrait, s'il va aussi pouvoir frapper dans certaines situations. Donc il y a énormément d'informations à prendre et après c'est le choix. Je pense que c'est le plus important dans le football, dans le poste du gardien de but, c'est faire le bon choix au bon moment et savoir sortir en dehors de sa surface quand c'est nécessaire, quand le ballon est trop long, de savoir sortir sur un centre quand le ballon y arrive. Et comment on fait ça? Anticiper un centre de l'attaquant, anticiper, comment est-ce que ça se passe? Je pense qu'il y a déjà une anticipation à faire, de se mettre en route. Okay. Quand le centreur baisse la tête sur le ballon et va commencer à centrer, anticiper, pas le faire trop tôt pour pas dévoiler ses cartes un peu comme on est sur Unibet aujourd'hui, on pourrait mettre ça en différence avec un pari où je prends le pari de faire le pas pour anticiper. Parfois c'est pas possible, donc on peut vite se remettre dans son but et faire l'arrêt. Parfois ça réussit et puis on va anticiper le centre. Et je pense que les gens sous-estiment un peu cet aspect du jeu parce que on voit beaucoup le gardien. On parlait d'arrêt tout à l'heure, on voit beaucoup le gardien qui va faire un arrêt. Maignan qui sort dans les pieds dans les dernières minutes. Cette sortie elle est incroyable. S'il sort pas, l'attaquant va se retrouver, va avoir le temps de contrôler, de frapper. Maignan va peut-être faire l'arrêt, mais va peut-être encaisser. Et je pense que cette sortie-là, elle est aussi incroyable qu'un arrêt lucarne. Mais on va beaucoup moins en parler parce que c'est moins spectaculaire. Alors c'est sûr, c'est spectaculaire parce qu'il y a le choc avec l'attaquant. Mais je pense, c'est toutes ces petites choses-là où Maignan a un niveau incroyable. L'anticipation, les sorties aériennes, il va au point, il soulage sa défense en fin de match. Mais pour revenir à l'anticipation, c'est savoir prendre ce temps d'avance. Et je pense que c'est ça aussi, essayer de toujours avoir un temps d'avance sur l'attaquant ou lire, savoir ce qu'il fait, que ce soit en analyse vidéo avant le match, que ce soit sur le terrain, essayer de lire, anticiper un peu ce qui va se passer et prédire un peu l'avenir. Quelles sont ses possibilités, frapper, centrer et ensuite pouvoir intervenir en conséquence. Et c'est un peu, je m'identifie un peu à lui parce que c'est mon style aujourd'hui de pouvoir essayer d'être proactif et de pouvoir couper une action quand nécessaire et de pas rester sur ma ligne à attendre la frappe. Donc c'est parfois prendre des risques, parfois on va louper un centre, mais
et encaisser le but, et on va dire, putain, l'erreur, elle est incroyable, mais je pense que 9 fois sur 10, prendre le centre est plus intéressant que d'attendre sur sa ligne, à attendre la frappe. Mais si je parle de Maignan, c'est uniquement parce que je trouve qu'effectivement, il a fait des arrêts qui sont décisifs et au contraire des compétitions précédentes, il rassure sa défense qui était plutôt craintive sous Hugo Lloris. C'est pour ça que pour moi, je trouve derrière, bon, bien sûr, tout le monde va parler d'N'Golo Kanté parce qu'il fait une performance fantastique, mais il faut aussi prendre en compte toute l'ossature qu'a voulu créer Didier Deschamps. Pour moi, derrière Mbappé, il y a Mike Maignan, en fait, Quentin. Ouais, il est très 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 fort. Ce que j'ai adoré, moi, c'est en première mi-temps, c'était déjà 1-0 pour la France, et il y a l'Autriche qui a une action, et il arrive, et il la met normalement en corner, et après, ou alors c'est encore 0-0, mais il la met en corner, ouais, parce qu'après il marque justement le 1-0 après ça. Donc c'est 0-0, et un face-à-face, et franchement, le face-à-face, mais il a réglé, mais d'une manière, c'est comme si un attaquant mettait un but, hein, clairement, parce qu'il sauve le goal. Moi, c'est l'équivalent d'un goal, ce qu'il a fait. Et après, l'arbitre fait une erreur, normalement il y a corner, parce que c'est lui qui la touche, sinon c'était goal, et franchement, c'est un excellent gardien, et moi je le trouve déjà tellement fort à l'AC Milan. Il a des rumeurs de transfert des clubs encore plus huppés, mais il est tellement fort, il est complet. Et ce qui pourrait faire la différence, comme Jean l'a dit, c'est que sur penalty, il est incroyable. En penalty, il est incroyable. Et on sait que en phase après d'élimination directe, il y aura des séances de penalty et il te fera la différence. Et puis il y a aussi une mentalité qui est absolument incroyable. Tu m'avais envoyé un petit extrait de sa façon de décrire aussi sa manière je dirais d'être gardien, vraiment dans son mind thinking, dans son état d'esprit. Il y a quelque chose de différent en fait chez Mike Maignan. Ouais, c'est ça, c'est aller chercher la perfection. Alors c'est très difficile d'y aller, mais je pense que quand on s'attache à vouloir toucher la perfection, on est plus proche de l'atteindre que de rester moyen ou de rester dans ses acquis. Et ce que je t'avais envoyé, c'est très extrême, et c'est bien, c'est très bien. Faut pas non plus rentrer dans une obsession de vouloir être perfectionniste, parce que on va pas être satisfait de soi, et je pense que faut garder quand même une certaine nombre de confiance, mais c'est un gardien qui va chercher le détail, et c'est très inspirant, parce que aujourd'hui, si on veut être bon dans ce qu'on fait, faut aller chercher le petit détail. Dans le football, les petits détails sont très très importants, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, il est à ce niveau-là. On parle de l'AC Milan, des rumeurs de transfert, je pense que on sous-estime peut-être encore ce gardien aujourd'hui. Maintenant, il arrive à un niveau international où on va commencer à encore plus parler de lui. Mais je pense que si l'AC Milan est champion après la perte de Donnarumma, c'est clairement aussi grâce à lui. Et Zlatan Ibrahimovic fait tout pour le garder chez eux, parce qu'il sait le niveau qu'il a aujourd'hui, et trouver un très bon gardien pour ce qu'il leur a coûté aussi, je pense que c'est c'est difficile. Donc ils ont fait une très bonne affaire, et je suis encore parfois en contact avec lui. C'est un gars comme ça, et non, c'est très bonne personne, très bon gardien. Mais au niveau de t'es aussi comme lui, c'est-à-dire que t'es un peu cérébral comme mec. Sur le terrain et tout, on sent que à un moment donné, t'essayes de garder le calme, de faire en sorte de s'évacuer la pression. Est-ce que t'as quand même des astuces pour qu'à un moment donné, tu gardes le cap quand il y a le feu, quoi? Je pense que dans un duel avec l'attaquant, montrer le moins de choses possibles, le moins d'animosité, que ce soit en sens de penalty, que ce soit dans un duel. On voit dans son 1 contre 1, jusqu'au dernier moment, il reste debout, il reste calme. Et ça, beaucoup de gardiens se seraient jetés d'un côté, auraient anticipé. Lui est resté debout, il est resté fort dans son duel. Et ça, c'est la marque des plus grands, parce que l'attaquant, pour avoir déjà été dans une situation d'attaquant à l'entraînement, arriver face à un gardien qui donne autant presque en dominant dans son duel, c'est perturbant, c'est difficile, et donc je pense que ce côté un peu, comme on disait tout à l'heure, un peu nonchalant, prendre la balle, je vais faire une feinte, machin, etc. Montrer aussi que t'es dominant dans ton duel, c'est très important, et Mike Maignan le fait très bien. Donc tu le fais aussi de temps en temps, hein. Je t'ai vu dans 2-3 matchs en JPL le faire. Après c'est aussi le jeu qui veut ça. Je suis pas quelqu'un qui va aller chercher le duel à tout prix, mais je pense qu'il faut aussi montrer que t'as du caractère, que t'en imposes dans ton but, et tu peux être une personne complètement différente à l'extérieur, mais sur le terrain, t'as besoin aussi de montrer du caractère, et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut avoir peut-être 2 facettes sur
sur un terrain et en dehors, même si généralement ton caractère ne change pas du tout de tout. Mhm. Globalement, pour clôturer ce débat sur l'équipe de France, as-tu été rassuré, Thomas? Pas du tout. Non, tu n'as pas été Non, parce rassuré? qu'on parle du jeu de la Belgique, etc. Mais la France, je l'ai pas trouvé, pas trouvé bonne dans sa prestation. Pour moi, limite, l'Autriche méritait au minimum un match nul dans cette rencontre. Le fait qu'Mbappé ne sera pas là pour les 2 prochains matchs, normalement, je sais pas s'il y a eu des updates par rapport à Il ça. devrait être forfait pour les Devrait. Pays-Bas, mais jouer avec un masque lors du 3e contre la Parce Pologne. que je pense que les 3 points face à l'Autriche, heureusement qu'ils les prennent, parce que les 2 prochains matchs face aux Pays-Bas et rappelez-moi la deuxième équipe, Pologne. la Pologne, ça va être en axe. Ouais, Voilà. puis je pense que si on parle de Maignan aujourd'hui, c'est aussi ça. Je pense Ouais. qu'il a été important parce que l'équipe de France était peut-être un peu en deçà de ses qualités. Après, comme on disait tout à l'heure, Mbappé qui marque le 2-0 change peut-être la Ouais. donne et tue le match. Donc, ouais, c'est... Un des seuls qui a fait un clean sheet d'ailleurs, je pense. Ouais, et Ouais. c'est aussi assez, tu l'as dit, on a parlé, forcément, on parle de Maignan, c'est le débat aujourd'hui, mais la façon dont l'équipe de France est un petit peu dépendante d'un mec qu'elle ne pensait même pas sélectionner il y a de cela 2 semaines, c'est-à-dire effectivement N'Golo Kanté, c'est quand même aussi criant, quoi, de vérité, Quentin. Ouais, bien sûr. Il a fait un match incroyable. Il Ouais, était c'est partout. trop bon. Ça me fait de la peine de savoir qu'il y a en Arabie Saoudite qui ferait tellement qu'il revienne en Europe, le voir jouer en Champions League et tout. Il l'a dans une interview sous-entendu qu'il n'était pas contre un retour en Europe, donc ça c'est cool. Mais oui, l'équipe de France, un bloc défensif très compact. Et la grosse déception, c'est le secteur offensif. T'as un Thuram, un Dembélé, un Kolo Muani qui est monté. C'était la vraie interrogation et ça a été la vraie déception. Comme Thomas l'a dit, sans Mbappé, qui provoque le goal contre son camp de l'Autriche, ça fait peine à voir. Et donc pour moi, la France ne gagnera pas l'Euro sans Mbappé. Non. Donc j'espère pour eux qu'il reviendra le plus vite possible parce que contre les Pays-Bas, ça va être compliqué sans lui. Ça va être compliqué. Jean, j'ai une petite question avant de nous laisser et d'abord te remercier bien sûr d'avoir pris ce temps d'être venu comme ça dans le Football Time pour parler de l'Euro. Qu'est-ce qui va se passer avec toi cet été? Qu'est-ce qui s'est passé sur toute cette histoire de transfert qui ne s'est pas passé? Parce que on le rappelle, hein, t'es le gardien qui a encaissé le moins de buts la saison dernière, 2022-2023. C'est toi le meilleur gardien du championnat de Belgique. Tu joues la Ligue des Champions. Pour moi, tu méritais beaucoup plus d'exposition que ce que tu as eu. Aujourd'hui, on espère t'en offrir un petit peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Et puis aussi, où est-ce que tu veux aller et où est-ce que tu sens que ta destinée doit se former pour toi? Bah, déjà, merci de l'invitation, merci de ces mots doux. Non, je suis déjà très fier de mon parcours, que ce soit Thomas, on s'est connus déjà depuis Moucron, ici à l'Antwerp, d'avoir été champion de Belgique et ayant fait le doublé, d'avoir reçu ce titre de gardien de la Jupiler Pro League, c'était une belle consécration, un objectif. Maintenant, c'est vrai que j'ai 29 ans, je suis entré dans un âge où je pense être un âge de maturité et avoir assez d'expérience pour m'exposer à un nouveau championnat. Je le cache pas, j'ai envie de connaître quelque chose. Ça fait 4 ans que je suis à l'Antwerp et 3 ans avant à Moucron, j'ai vu et revu tous les stades de Belgique et je pense que pour un homme, je pense. non, Denver, j'ai pas encore pu y aller, mais je pense que pour un homme, que ce soit dans un job comme le vôtre ou comme le nôtre, 7 ans dans un même pays, c'est peut-être beaucoup aujourd'hui. Et j'ai envie d'autres choses. Ailleurs en Europe, ça sera génial. Donc, y a-t-il un championnat que tu privilégies en retour en France, peut-être en Ligue 1? Ouais, parce que je suis français, c'est sûr que C'est ta priorité, ouais. C'est pas ma priorité du tout, mais ok. ça me ferait ultra plaisir et mon père serait très content parce que il aime bien ce championnat en étant français, bien évidemment. Et mais non, il y a aucune destination privilégiée. Je pense que chaque championnat a son côté un peu plus son côté positif et ses avantages. Maintenant comme on disait tout à l'heure, ma famille se sent très bien ici et il y a peut-être un beau projet aussi qui s'annonce à l'Antwerp. Donc pour l'instant, comme je disais, retoucher le ballon, reprendre des bonnes sensations avec le ballon, reprendre du plaisir, jouer avec mon petit garçon dans le jardin qui me fasse des petites frappes et puis Voilà. et je serai le plus heureux des hommes, que ce soit à l'Antwerp ou ailleurs. Voilà, que Jean Buté redevienne Jean Buté. Puis pour le reste,
Évidemment, on suivra ça sur X, Twitter. Yes. On essaiera de dénicher des petites infos pour savoir où va aller Jean Buté s'il part cet été, évidemment. Merci beaucoup d'avoir été présent dans l'émission. C'était un bonheur. Tu reviens quand tu veux, vraiment. Et merci pour ta dispo, ta simplicité aussi, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des joueurs comme ça. Donc voilà, je voulais vraiment te faire un gros big up par rapport à ça, mon Jean. Thomas, merci beaucoup. Avec plaisir, et Forza Lukaku. On se revoit très rapidement. Forza Lukaku et pas Forza Michi, du coup. Common Belgium, hein. Common Belgium, effectivement. Et on revient, bien sûr, lundi prochain, déjà pour, tout simplement l'analyse de la journée +2 de cette compétition européenne. Ciao, ciao!